Je déjeunais seule le jour de la fête des mères, quand un coursier m'a accidentellement remis la confession de mon fils. Autrefois, la fête des mères était mon jour préféré. Pas pour les cartes ou les fleurs, mais parce que c'était le seul jour de l'année où ma famille se souvenait de qui j'étais avant de devenir invisible. Quand Thomas était petit, il me réveillait avec un petit déjeuner sur un plateau et des cœurs découpés dans du papier de couleur, collés sur une assiette en carton. Élodie, toute petite à l'époque, cueillait des fleurs sauvages dans le jardin et me les apportait dans ses minuscules poings, les pétales froissés, les tiges tordues. À cette époque, ma maison ressemblait vraiment à un foyer. Et ce matin-là, le silence était plus bruyant que d'habitude. Je me suis levée tôt, j'ai fait mon lit et enfilé mon chemisier du dimanche, au cas où quelqu'un passerait. J'ai même sorti la belle porcelaine, celle avec les petites roses bleues qu'on n'utilise que 2 fois par an. La veille, j'avais préparé un gâteau au citron, que j'avais laissé refroidir sous une cloche en maille, comme me l'avait appris ma mère. Je me suis dit, peut-être qu'ils viendront plus tard. Peut-être que le brunch est devenu un déjeuner et le déjeuner un dîner. Je ne comptais pas perdre espoir avant midi. À 11 heures, j'avais déjà infusé du thé frais, mis les serviettes en place. J'ai découpé le gâteau en parts égales et disposé 3 morceaux sur un plateau de service. Un pour moi, un pour Thomas, un pour Élodie. Je n'ai même pas mis de couvert pour Claire. J'ai décidé de ne plus attendre. J'ai passé un appel, juste pour vérifier. 5 sonneries, puis la messagerie. Je n'ai pas laissé de message. Ils savaient quel jour nous étions. Je n'allais pas supplier pour qu'on pense à moi. À 14 heures, j'ai quitté la table et emporté mon assiette dans le salon. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, près de la fenêtre, et j'ai observé les voisins aller et venir, avec des ballons, des sacs cadeaux et des saladiers en plastique remplis de salades de pommes de terre. J'ai vu la fille de Madame Dubois traverser la rue pour rejoindre l'allée d'en face, un énorme bouquet dans les bras. Elle portait des talons. Et tout le monde sait que c'est une marque de respect pour sa mère. Je regardais mon thé, à peine tiède, et je me disais, peut-être des embouteillages, ou une urgence, ou bien ils ont juste oublié. Non. Claire ne les aurait pas laissés oublier. Cette femme dirige sa maison comme un tribunal. Si on y pense bien, c'était sans doute intentionnel. J'ai mangé le gâteau en silence. Je n'ai pas pleuré. Je ne me l'ai pas permis. Je ne verserai pas de larmes à cause de mon invisibilité. Pas aujourd'hui. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que, dès l'instant où tu cesses d'être le centre de l'univers de ton enfant, tu deviens juste un bruit de fond. Cet amour que tu leur as donné, ils en grandissent. Mais j'ai gardé ma dignité. Je tenais ma fourchette comme un sceptre et dégustais chaque bouchée comme si elle venait d'un grand restaurant. Vers 16 heures, on a frappé à la porte. J'ai sursauté. Mon cœur s'est emballé. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était eux. Peut-être qu'Élodie les avait convaincus et que Thomas avait cédé. J'ai lissé mon chemisier, brossé les miettes de mes genoux et suis allée ouvrir lentement, d'un pas calme, feignant de ne pas retenir mon souffle. Mais ce n'était pas Thomas derrière la porte. C'était un jeune homme en veste marron de livreur, un grand sac de repas dans une main, une enveloppe blanche dans l'autre. « Livraison pour Charpentier », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. C'est moi. Parfait. Tout est à l'heure. Désolé pour le retard. Voici le repas, et ceci. Il m'a tendu le sac chaud et l'enveloppe. J'étais un peu confuse, mais je l'ai remercié. Peut-être que Thomas avait commandé le repas comme surprise. Il l'avait déjà fait. Il m'avait envoyé une tarte quand Élodie était malade et qu'il n'avait pas pu venir. Peut-être que c'était sa façon de s'excuser. « Bon appétit, madame », dit-il. Puis il est retourné vers sa voiture. J'ai emmené le sac dans la cuisine et l'ai posé sur la table. L'odeur m'a saisi immédiatement. Filet de volaille farci,
purée, asperges. Mon estomac a gargouillé. J'ai ouvert le sac et trouvé des barquettes, toutes étiquetées, pour 3 personnes. J'ai souri un peu, tristement. Peut-être que c'était leur geste de réconciliation. Petit, mais quand même. Puis, j'ai ouvert l'enveloppe. Et tout s'est figé. Ce n'était pas une carte. Pas un mot de Thomas, ni d'Élodie, ni même de Claire. C'était un formulaire avec le logo d'une maison de retraite. De luxe. Avec soins bien-être, parquet ciré et sentiers ombragés. Au début, j'ai cru à une erreur. Mais j'ai vu les détails. Bienvenue dans votre future résidence, les jardins de Montbrun. Et en dessous, mon nom, Madeleine Charpentier. Et plus bas, l'adresse e-mail de mon fils. Le formulaire indiquait la date de déménagement confirmée. Mes allergies, mes traitements et le mode de paiement. Le mode de paiement, mon compte bancaire. Mes jambes ont flanché. Je me suis accrochée au plan de travail pour ne pas tomber. J'ai relu chaque mot, lentement. Ce n'était pas une brochure, pas une proposition. C'étaient des documents complétés, une confirmation. Je n'avais pas été simplement oubliée. On m'évacuait. Mon fils avait rempli les papiers. Sa femme, évidemment, l'avait aidé. Il comptait se débarrasser de moi en silence, sans discussion, sans avertissement. Pendant que je passais la fête des mères seule, il planifiait mon départ. Je suis restée là, figée, les yeux rivés sur la lettre. Les genoux raides, les mains glacées. Mon nom. Mes informations médicales. Mon compte. Tout proprement imprimé, comme si je n'étais plus une personne, mais un meuble. Plus une mère. Plus une femme vivante. Juste un souci à résoudre discrètement. J'ai repris le sac de repas. Mes mains tremblaient quand j'ai décollé le ticket de caisse. Commande confirmée, 3 portions. Une pour Thomas, une pour Claire, une pour sa mère. Pas pour moi. Il ne m'avait même pas incluse. J'ai à nouveau regardé la lettre de la maison de retraite. En haut, un post-it, gribouillé nerveusement de l'écriture acérée de Claire. Voici les papiers à faire signer à Tom. Dès que tout sera officiel, elle ne sera plus chez elle d'ici l'été. Dieu merci. Je ne pouvais plus respirer. Ce mot ne m'était pas destiné. Il était pour ceux qui n'ont plus d'émotion. Pour l'homme que j'ai élevé et la femme avec qui j'avais tenté de bien m'entendre. Et il m'était parvenu par erreur. Une erreur du livreur. Ou peut-être un bon hasard. Je me suis effondrée sur une chaise de la cuisine. La maison était silencieuse, mais ce silence avait maintenant quelque chose d'assourdissant. Mon cœur battait dans mes oreilles. Même le ronronnement du réfrigérateur semblait menaçant. Cela faisait trop longtemps que je fermais les yeux sur les signes. Comme quand Claire me coupait sans cesse pendant le dîner. Comme quand Thomas n'appelait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Comme quand il dissuadait Élodie de passer trop de temps ici. Maintenant, tout était clair. Ils n'attendaient pas que je décline. Ils avaient déplanifié ça depuis un moment. Je me suis souvenue d'une conversation à l'automne dernier. Thomas m'avait demandé si j'avais mis à jour mon testament et m'avait parlé d'optimiser les finances. J'avais cru qu'il s'inquiétait pour moi. Je l'en avais même remercié. Mais il préparait simplement le terrain. Et Claire, elle n'a jamais aimé cette maison. Elle la trouvait vieille, encombrée, difficile à vendre. J'aurais dû comprendre quand elle a proposé à Noël de désencombrer un peu. En réalité, elle faisait une estimation. Je suis allée dans le couloir, jusqu'au placard à linge, où je gardais une boîte ignifugée. Je l'ai ouverte et sorti un classeur avec mes papiers. Relevé bancaire, acte de propriété, contrat d'assurance. J'ai feuilleté jusqu'à trouver le numéro de compte mentionné dans les documents de la maison de retraite. C'était bien mon compte courant. Celui auquel Thomas avait eu accès depuis 5 ans,
après mon opération de la hanche. Par précaution, m'étais-je dit, juste en cas d'urgence. Il s'en était probablement servi pour verser l'acompte de cette résidence. Je ne savais même pas ce qui me faisait le plus mal, qu'il ait fait ça ou qu'il l'ait fait dans mon dos. Même pas la décence de s'asseoir en face de moi et de prétendre que c'était pour mon bien. Ils allaient me présenter ça comme un cadeau d'anniversaire. Bonne fête des mères, maman. Tu es expulsée de ta propre vie. La bouilloire s'est mise à siffler. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais allumé le gaz. Je l'ai éteinte et me suis versé une tasse, plus par automatisme que pour me réconforter. Je n'ai pas bu mon thé. Je suis allée au salon et me suis assise sur le canapé. Le même canapé sur lequel Thomas s'allongeait, la tête sur mes genoux, quand il était malade. Où Élodie, enfant, se blottissait pour écouter mes histoires d'enfance. Où, chaque année, j'attendais qu'on se souvienne que, moi aussi, j'étais importante. J'ai posé l'enveloppe à côté de moi et pris le téléphone. J'ai appelé Thomas. Il a décroché à la 4e sonnerie. Sa voix était distraite, banale. « Salut maman. Désolée, j'ai oublié d'appeler plus tôt. Journée de folie. Comment tu vas ? » « Oh, tu sais, un peu agitée. Mais ça va. » ai-je répondu calmement. J'ai reçu un courrier inattendu. Il s'est tu. Puis sa voix a légèrement changé. Quel genre de courrier ? Un dossier de bienvenue, ai-je dit, de la résidence Les Jardins de Montbrun. Silence. Je suppose qu'il t'était destiné, mais le livreur me l'a remis. Silence encore. J'entendais sa respiration, puis un froissement, comme s'il avait mis sa main sur le combiné, et un murmure étouffé. Elle sait. J'ai attendu. Écoute, maman, a-t-il fini par dire. On comptait justement t'en parler. Non, Thomas, vous ne comptiez rien me dire. On voulait juste trouver ce qui serait le mieux pour toi. Claire pensait, commença-t-il. Claire ne me connaît pas. Et toi non plus, apparemment. L'ai-je coupé. Sa voix a légèrement tremblé. Ce n'est pas vrai. Je me suis levée lentement, le téléphone dans une main, l'enveloppe dans l'autre. Tu m'as envoyé un repas, comme si j'étais un chien errant. Tu as effacé la fête des mères. Tu as pris mon argent et maintenant tu veux me virer de la maison que j'ai bâtie avec ton père. La maison où tu as grandi. Il a soupiré. Tu exagères. Non. Je vois les choses clairement, pour la première fois depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit « Ne remets plus les pieds ici. Je vais régler ça moi-même. » Et j'ai raccroché. Je me suis tenue droite. J'ai regardé autour de moi et j'ai pris une décision. Je ne laisserai personne me faire disparaître, ni discrètement, ni autrement. Le téléphone n'a plus sonné cette nuit-là. Thomas n'a pas rappelé. Pas de message d'excuse, pas d'explication. Rien. J'imagine que quand on est démasqué, il n'y a plus grand-chose à dire, sauf si l'on a encore un brin de honte ou d'honneur. Et mon fils, apparemment, n'a plus ni l'un ni l'autre. Après l'appel, je suis restée longtemps assise, en silence. L'enveloppe avec les documents reposait à côté de moi, sur le canapé, comme un serpent ayant rampé dans ma maison sans prévenir. Plus je la regardais, plus tout devenait limpide. Ce n'était pas une décision de dernière minute. C'était un plan. Une trahison calme et préméditée, enveloppée de sourires polis et de coups de fil espacés. Pendant que je tricotais des plaids, que je faisais des gâteaux au citron et que j'attendais des cartes pour les fêtes, eux comptaient les jours. Jusqu'au moment où l'on pourrait m'étiqueter, me faire une valise et m'envoyer dans un endroit avec des boutons d'alerte, des horaires fixes et des murs feutrés. Pour les femmes qui fanent. Mais moi, je ne fanais pas. Et je n'avais pas l'intention de faner. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas posé de questions.
J'ai rangé le gâteau, vidé la théière et suis allée directement au placard à dossier. Il restait encore des choses auxquelles Thomas n'avait pas accès. Parmi elles, le numéro de mon avocate. Je l'ai appelée avant même le petit déjeuner. Michel Dillard. Nous étions ensemble au lycée, en 1968. Puis, elle était partie à Lyon pour faire des études de droit, et maintenant, elle avait un petit cabinet indépendant à quelques rues d'ici. Nous n'avions pas parlé depuis des années, mais elle a décroché à la deuxième sonnerie, comme si nous étions encore assises côte à côte en cours d'histoire. « Madeleine Charpentier », a-t-elle dit. Quelle surprise! Que se passe-t-il? J'ai besoin de modifier mon testament, ai-je répondu. Aujourd'hui. Elle n'a posé aucune question. Elle m'a juste dit qu'elle serait là avant midi. À midi, elle était assise dans mon salon, avec sa mallette et une pile de documents frais. Je lui ai servi un café et je lui ai tout raconté. Ce que Thomas avait fait. La maison de retraite, la trahison financière, jusqu'au moindre détail. Elle n'a même pas haussé un sourcil. C'est de la maltraitance financière sur personne âgée. Tu veux déposer plainte? Non, ai-je dit. Je veux juste qu'il ne puisse plus jamais toucher un centime à moi et que la maison soit à l'abri. Nous avons passé 2 heures à revoir tous les papiers. J'ai mis à jour mon testament. Révoqué la procuration. Modifier la gestion de mes comptes en les plaçant sous une fiducie avec Michel comme co-administratrice. J'ai mis la maison dans une fiducie également et tout a été signé chez le notaire. C'était comme murer une porte que quelqu'un avait essayé de forcer. Quand nous avons terminé, Michel m'a regardé de son œil perçant d'avocate. « Tu veux qu'il soit au courant ?» J'ai secoué la tête. « Pas encore ?» Pourquoi? Parce que je veux voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Plus tard ce jour-là, Élodie m'a appelée. Ma petite fille. 17 ans. Discrète. Toujours à l'écoute. Toujours attentive. Je ne l'avais pas entendue depuis Noël. Ce soir-là, elle était restée silencieuse à table. J'avais cru que Claire l'avait influencée, peut-être en lui demandant de ne pas trop traîner avec moi. Mais cette fois, c'est elle qui appelait. Sa voix était douce. « Mamie, tu vas bien ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Pourquoi tu me demandes ça, ma chérie ?» Un silence. Puis elle a dit « Papa et maman se sont disputés. J'ai entendu quelque chose à propos d'une livraison qui t'aurait mise en colère. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai voulu lui demander si elle savait que son père était impliqué, mais je me suis retenue. Élodie était différente. Elle avait encore du cœur. J'ai découvert quelque chose qu'il voulait me cacher, ai-je dit. Et je crois que j'ai compris ce qu'il pense vraiment de moi. Elle n'a rien dit. Puis, elle a murmuré « Je crois que je le savais déjà. » À cet instant, quelque chose en moi s'est fissuré. Pas de douleur, du soulagement. Il restait encore une conscience dans cette maison. « Je veux venir te voir, » dit Élodie. « Quand tu voudras, » ai-je répondu. « La porte est ouverte, mais viens seule, d'accord ? » « D'accord. » Elle est arrivée 2 jours plus tard. Elle avait grandi. Ses cheveux étaient plus longs. Elle était à la fois jeune femme et enfant, avec dans les yeux un mélange de culpabilité et de détermination. Elle s'est assise sur le même canapé où, quelques jours plus tôt, reposait ce fameux dossier. Elle a regardé la table. L'enveloppe était toujours là. « Maman dit que tu exagères tout, » dit-elle. Mais moi, je savais que ce n'était pas rien. Je lui ai tendu les papiers. Elle les a lus lentement. Quand elle a terminé, ses mains tremblaient. « Elle m'a menti, » dit-elle. Ils m'ont tous les deux menti. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement observé digérer la vérité.
Finalement, elle m'a demandé « Mamie, qu'est-ce que tu vas faire ?»« C'est déjà fait, » ai-je répondu. « J'ai tout changé. Ils ne peuvent en plus toucher ni à la maison, ni à l'argent, ni à moi. » Elle a d'abord poussé un soupir de soulagement, puis baissé les yeux. La honte l'avait gagnée. « Désolée de ne pas t'en avoir parlé avant, » murmura-t-elle. Je sentais que quelque chose clochait, mais je ne savais pas comment t'aider. « Tu viens de m'aider, » ai-je répondu. Nous sommes restés un moment en silence. Puis, je lui ai préparé du thé. Nous l'avons bu ensemble, comme si rien n'avait changé. Alors qu'en réalité, tout avait changé. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi paisiblement. Parce que je ne me sentais plus impuissante. Parce que je n'étais plus oubliée. Et la maison qu'ils avaient voulu m'arracher m'appartenait toujours. C'est incroyable comme un lieu peut sembler différent quand on cesse de vivre dans la peur de le perdre. Les murs n'avaient pas changé. Les meubles étaient à la même place. Mais en moi, tout avait basculé. Après le départ d'Élodie, j'ai traversé la maison en silence. Je me suis arrêtée dans les encadrements de portes, j'ai caressé les papiers peints, les boiseries, comme si je touchais le passé du bout des doigts. J'avais vécu dans cette maison pendant 46 ans. J'y avais ri, pleuré, vieilli. Et un court instant, j'avais cru que quelqu'un pouvait me l'apprendre. Mais plus maintenant. Le lendemain, je me suis tenue sur la véranda, une tasse de thé à la main, observant le quartier qui s'éveillait. Monsieur Lambert, en face, arrosait ses plants de tomates. Une femme en survêtement rose passait devant les boîtes aux lettres avec un Golden Retriever. Tout était comme d'habitude. Et dans cette normalité, il y avait une forme de paix. Pour la première fois depuis des semaines, je n'attendais rien. Aucun appel. Aucune explication. Aucun piège. Puis, j'ai vu le SUV de Claire tourner dans la rue. Elle s'est garée juste devant chez moi, comme toujours, bien trop près du trottoir. Claire est descendue. Chemisier crème, talons, lunettes de soleil comme armure. Sans Élodie. Juste son sac et une pochette à la main. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle restait montée lentement, chaque pas semblant répété. Elle s'est arrêtée juste devant la porte. Elle a dû être surprise de me voir si calme. « Madeleine », dit-elle avec un sourire forcé. « On peut parler ?»« Tu as 3 minutes. » ai-je répondu en sirotant mon thé. Elle s'est éclaircie la gorge. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Avec Thomas, on voulait juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Tu as falsifié mes données médicales et engagé une procédure de placement sans mon accord. Ai-je dit, ce n'est pas un malentendu. C'est une trahison. Son sourire est resté figé, mais son cou est devenu rouge. On pensait bien faire. Non, ai-je répondu. Vous vouliez simplement vous débarrasser de moi. Elle a levé la pochette. Cette résidence est magnifique. Tu aurais eu ta propre chambre, un jardin, des massages chaque semaine. On voulait que tu sois à ton aise. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le confort, c'est déjeuner dans sa propre cuisine. Le confort, c'est choisir quand sortir, quand se reposer, quand parler. Le confort, c'est la liberté, pas une jolie prison. Sa main a tremblé. On ne voulait pas que ça donne cette impression. Alors pourquoi ai-je découvert tout ça à cause d'une erreur de livraison? Ai-je demandé. Pourquoi n'avez-vous pas eu la décence de venir m'en parler en face? Elle n'a rien répondu. Et je n'ai pas comblé le silence. Enfin, elle a dit « Écoute, Madeleine, Thomas est très contrarié. Il dit que tu lui as bloqué l'accès au compte. C'est vrai? » Oui, ai-je répondu. Et au testament, et à la maison, et à la fiducie, à tout. Elle a cligné des yeux, stupéfaite.
Tu ne peux pas faire ça sans le prévenir. Je peux, ai-je dit. Et je l'ai fait, parce que c'est à moi, et parce que j'ai enfin retrouvé qui j'étais, avant que ton mari ne tente de me faire croire que j'étais un poids. La bouche de Claire s'ouvrit, puis se referma. Elle fit un pas en arrière, visiblement en train de calculer son prochain coup. Puis elle ajouta : « Je ne sais pas ce qu'Élodie t'a raconté. » Elle ne m'a rien dit. L'ai-je coupé. C'est moi qui lui ai tout dit. Sa mâchoire se contracta. Elle se retourna, prête à partir, puis s'arrêta. Tu vas le regretter. Non, ai-je dit. Mais peut-être que toi, oui. Elle a quitté la véranda, sans un mot de plus. Je l'ai regardée partir. Tranquille. Résolue. Le même jour, j'ai appelé Michel et lui ai demandé de rédiger une lettre à la résidence Les Jardins de Montbrun. Un refus officiel de toutes les démarches effectuées en mon nom. J'en ai envoyé des copies à mon médecin traitant et à l'autorité de tutelle du département. Je ne faisais pas que me protéger. Je posais tout par écrit, pour qu'aucun autre ne puisse un jour utiliser mon âge contre moi. 2 jours plus tard, Élodie est revenue. Elle avait cueilli des jonquilles derrière le lycée. Pas de maquillage. Rien de factice. Elle m'a serré dans ses bras pour de vrai. « Maman est furieuse », a-t-elle murmuré. « Je sais », ai-je répondu. « Qu'elle le soit. » Nous nous sommes assises dans le jardin derrière la maison. Elle m'a parlé de ses démarches pour l'université, de ses amis obsédés par leur téléphone et les filtres, et de ce monde où plus personne ne semble apprécier les choses vraies. Je lui ai parlé de son grand-père, comment il parlait à ses tomates, comment on avait dansé pieds nus dans la cuisine le jour où nous avions perdu la moitié de nos économies dans un mauvais investissement, comment je tenais Thomas dans mes bras quand il toussait si fort que j'en avais peur. Il n'a pas toujours été comme ça, ai-je murmuré. Je sais, a répondu Élodie. Mais aujourd'hui, il l'est. Elle m'a dit qu'elle voulait venir plus souvent, que chez moi, elle se sentait en sécurité. Je lui ai répondu qu'elle avait toujours une place ici, qu'elle n'avait pas besoin d'une occasion pour revenir chez elle. Elle m'a regardé les yeux pleins de larmes et a dit : « Tu es la seule adulte de ma vie qui dit la vérité. » Ce soir-là, j'ai écrit une lettre. Pas à Thomas, pas à Claire, à moi-même. J'ai couché sur le papier tout ce dont je me souvenais. Ma vie, ma force, mes peurs, mes rêves. Le jour où je suis devenue mère. Le jour où je suis devenue veuve. Le jour où l'on m'a oubliée. Et le jour où je me suis retrouvée. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans le tiroir du haut de ma table de nuit. Parce que si un jour, quelqu'un tente de réécrire mon histoire, qu'il ait une version à laquelle se confronter. Qu'il reste une trace de la vraie. Les jours suivants furent calmes. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai savouré ce calme. Pas de messages vocaux de Thomas. Pas de visite surprise. Pas de dossier suspect déposé à la porte. Juste moi, mon jardin, mon thé, et cette paix enfin revenue après la tempête qu'ils avaient déclenchée. Le matin, je m'occupais de mes azalées en fredonnant un vieil air que je n'avais pas chanté depuis des années. Le soleil caressait doucement ma peau et le vent portait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Je ne pensais ni à la trahison, ni à la vengeance. Je pensais seulement à la joie d'être debout sur mon propre perron, sachant qu'il m'appartenait encore. Puis, j'ai entendu une voiture. Ce n'était pas Claire. C'était la vieille berline de Thomas, celle que je l'avais aidé à acheter quand il n'avait pas assez pour l'apport. Il s'est engagé lentement dans l'allée, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Il est descendu et j'ai eu l'impression qu'il était plus petit qu'avant. Sans costume, sans sourire, juste un polo froissé et un pantalon. Il avait l'air d'un homme qui venait enfin de comprendre que sa mère était bien plus lucide qu'il ne le croyait. Je me suis tenue sur le bord de la véranda. Il s'est approché des marches, sans les monter.
Maman, dit-il. On peut parler? Tu parles depuis longtemps, ai-je répondu. Mais pas avec moi. Il a baissé les yeux, comme un gamin pris en faute. Je ne voulais pas te blesser, dit-il. Je pensais vraiment que c'était pour ton bien. Non, ai-je dit. Tu pensais que ce serait plus simple pour toi? Il leva les yeux. La culpabilité était écrite sur son visage. C'est Claire qui a insisté. Tu sais comment elle est. Elle disait que tu commençais à perdre la mémoire, que ce n'était plus sûr pour toi de vivre seule. J'ai haussé un sourcil. Et qu'est-ce que j'ai oublié, Thomas? Le code d'accès que tu utilisais? Ou le testament que tu n'as même pas lu, mais que tu croyais déjà tien? Il ne répondit pas. Ne mets pas tes décisions sur le dos de ta femme. C'est ta signature qu'il y a sur les papiers. J'avais peur, dit-il. On a les filles, la maison, les factures. C'est beaucoup. J'ai pensé qu'il fallait anticiper l'avenir. Et tu l'as fait sans moi, dis-je. Dans mon dos. Il inspira profondément. Pardon. Je ne dis rien. Il sortit une enveloppe de sa poche arrière. J'ai apporté ça. Je ne bougeais pas. C'est une lettre, dit-il. Pas de moi. D'Élodie. Cela me fit hésiter. Je descendis 2 marches, pris l'enveloppe et l'ouvris devant lui. La lettre était manuscrite. Sans fioriture. Juste des mots vrais. Chère mamie, je sais que ces derniers temps ont été affreux, et je crois que j'aurais dû te parler plus tôt. Quand j'ai compris ce qu'il préparait, je ne savais pas comment le dire sans qu'il me fasse taire. J'avais peur. Mais depuis que je t'ai vue la semaine dernière, je n'ai plus peur. Tu es la seule dans cette famille qui m'a jamais fait sentir vrai. Peu importe ce qu'ils disent. Je sais que tu es fort. Je sais que tu es saine d'esprit. Je sais qu'ils ont eu tort d'agir comme ils l'ont fait. Je t'aime. Je suis fière de toi. Et je veux passer plus de temps avec toi, si tu veux bien de moi. Avec tout mon amour, Élodie. J'ai plié la lettre lentement et regardé Thomas. Elle vaut mieux que vous deux, ai-je dit. Je sais, murmura-t-il. J'ai désigné l'allée d'un geste. Tu peux partir. Il sembla vouloir répondre, mais se ravisa. Il tourna les talons et retourna à sa voiture. Quand il s'éloigna, je ne ressentis aucune joie. Je ressentis de la fatigue. Fatigué des hommes qui abandonnent dès que ça devient difficile. Fatigué des femmes qui sourient en t'enterrant vivante. Fatigué de faire semblant que le pardon est facile. De retour dans la maison, j'ai rangé la lettre d'Élodie à côté de celle que je m'étais écrite. Je me suis assise, j'ai expiré profondément et fermé les yeux. Plus tard dans la journée, Michel est passée pour finaliser les derniers papiers. Elle m'a remis les nouveaux documents officiels de la maison. Elle était désormais enregistrée uniquement à mon nom, protégée en bonne et due forme. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle. La plupart des gens ignorent les signes jusqu'au bout. J'ai failli en faire partie, ai-je répondu, jusqu'à ce qu'un inconnu me dépose la vérité dans une enveloppe. Michel a souri. Le destin a parfois un sens de l'ironie étonnant. Avant de partir, elle m'a demandé si j'avais d'autres souhaits concernant mon héritage, en plus de ce que nous avions déjà officialisé. J'ai hoché la tête. Je veux que la maison revienne à Élodie quand je ne serai plus là. Pas parce que je lui dois quoi que ce soit, mais parce qu'elle est venue. Parce qu'elle a posé des questions pendant que les autres prenaient des décisions. Parce qu'elle sait aimer, envers et contre tout. Michel a noté. C'est fait. Ce soir-là, j'ai ressorti ma vieille boîte à recettes. Celle que je n'avais pas ouverte depuis des années. J'ai feuilleté les fiches tachées de farine et d'huile. Tourte au poulet, biscuits au bas-beurre, gâteau au citron. J'ai écrit une nouvelle recette. Titre: Premier dîner d'Élodie. Ingrédients:
une petite fille, une cuisine, un souvenir essentiel. Je l'ai posé tout en haut, parce que désormais, je cuisinais uniquement pour ceux qui choisissaient de rester, et non pour ceux qui voulaient vite m'effacer. Le dimanche suivant, Élodie est revenue, avec un sac en toile et un tablier. Elle se tenait sur mon perron, et elle avait l'air plus adulte que dans mes souvenirs. Pas à cause du maquillage ni des vêtements, mais à cause de sa posture. Un regard franc, un dos droit. Elle n'était plus l'enfant coincé entre deux adultes. Elle avait choisi. Et elle avait choisi d'être avec moi. « Prête à cuisiner ?» a-t-elle demandé. « Prête depuis 1983, ai-je répondu en ouvrant grand la porte. Nous avons préparé du poulet au gnocchi. Elle a épluché les carottes trop épais, a fait tomber la cuillère doseuse dans la farine. Et ça m'était bien égal. Elle riait d'elle-même, s'essuyait les mains sur son jean, posait des questions comme si elle voulait vraiment savoir. Je la regardais remuer le bouillon, en fredonnant au rythme de la radio. Et pendant un instant, j'ai oublié le moi, l'enveloppe, la trahison, Thomas et Claire, et leur projet de placement en maison de retraite. Je ne voyais qu'elle. Quand le dîner fut prêt, nous avons mangé dans la cuisine. Rien de cérémoniel. Juste 2 assiettes ébréchées et 2 verres dépareillés. La cuisine baignait dans une lumière dorée, douce comme une étreinte familière. Nous avons presque gardé le silence, et c'était très bien comme ça. Il y a des moments où le silence dit plus que les mots. Quand nous avons fini, elle m'a aidé à faire la vaisselle. Nous étions côte à côte, les mains ridées trempées dans l'eau savonneuse. « Mamie, dit-elle doucement, tu ne parleras plus jamais à papa ?» J'ai essuyé une assiette et l'ai rangée dans l'égouttoir. Je n'ai jamais dit « jamais ». Mais le pardon, c'est plus qu'un mot. Ça demande des actes. Je ne crois pas qu'il sache changer. Ce n'est plus ma responsabilité, ai-je dit. Mon rôle était de l'élever. Ce qu'il fait avec ce que je lui ai transmis, c'est son choix. Elle acquiesça, mais je voyais que c'était dur pour elle. Tu l'aimes, ai-je dit. Et c'est normal. Mais ne laisse pas l'amour t'aveugler. Ceux qui t'aiment peuvent aussi te blesser. Et tout le monde ne mérite pas une seconde chance, même s'ils partagent ton sang. Elle me regarda avec ses yeux clairs et dit « C'est pour ça que je suis là. » Ce soir-là, je lui ai montré le jardin. Les azalées étaient en fleurs. La lune, large et basse, projetait une lumière argentée sur les massifs. Nous étions assises sur la balançoire, nous nous balancions lentement jusqu'à ce que la nuit tombe pour de bon. Je lui ai raconté des histoires sur son grand-père, comment il sifflotait en réparant le toit, comment il était tombé une fois dans les rosiers en râlant, jusqu'à ce que je lui apporte un verre de thé glacé. Elle a ri à en avoir mal au ventre. Jamais je n'aurais cru vivre un soir comme celui-là. Plus tard, après son départ, je suis allée dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir où je gardais 2 lettres, la sienne et la mienne. Je les ai relues toutes les 2. L'une avait été écrite par peur, l'autre par amour. Ensemble, elles racontaient toute l'histoire. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai écrit une nouvelle lettre, à moi-même. Chère Madeleine, tu n'es pas celle qu'ils ont voulu te faire devenir. Tu n'es pas vieille, ni un fardeau. Tu n'es pas perdue. Tu n'es pas un problème. Tu es mon pilier. Tu es la gardienne de nos souvenirs. Tu es la femme qui s'est retrouvée. Ne te perds plus jamais. Jamais. J'ai plié la lettre et l'ai posée avec les autres. Le lendemain matin, j'ai préparé un café et me suis installée à la table avec le journal. Un vrai journal, en papier. Pas une version numérique. J'ai encerclé une petite annonce pour un cercle de narration à la bibliothèque municipale. Appel aux aînés.
Venez avec votre voix, votre vérité, votre vécu. J'ai souri. Plus tard dans la semaine, Michel m'a appelé. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle. « Oui. » J'ai entendu le clic de son stylo à l'autre bout du fil. « Très bien. J'ai mis à jour ton testament. La maison, les économies et les droits sur tes mémoires vont à Élodie, si jamais tu les écris. » Je pense déjà au titre, ai-je dit. Que dis-tu de « Le jour où ils ont tenté de m'effacer » Elle a éclaté de rire. Voilà un titre accrocheur. Parfait, ai-je dit. Le monde doit savoir ce qui arrive quand on essaie d'éteindre la flamme d'une femme qui brûle encore. Le samedi, j'ai revu le SUV de Claire. Il a traversé notre rue, mais ne s'est pas arrêté. Peut-être qu'elle a enfin compris que je ne partirais pas, ou alors qu'elle avait perdu une guerre qu'elle ne pensait même pas devoir livrer. Peu importe, elle est repartie. Et moi, je suis restée là où je devais être, dans ma maison, dans ma force, sous mon vrai nom. Pas Madeleine, la patiente. Pas Madeleine, la charge. Mais Madeleine Charpentier. Mère, grand-mère, survivante et femme qui a mangé seule le jour de la fête des mères, pour ensuite dévoiler la vérité et faire tout ce qu'il fallait pour que plus jamais on ne tente de l'effacer.